Alors, on a souvent coutume de dire qu'une guerre en chasse une autre. Et c'est vrai que sur LCI, ces dernières semaines, on a beaucoup couvert le conflit entre Iran et Israël. Mais on ne détourne pas les yeux de ce qui se passe en Ukraine. Et dans un instant, notre invité sera Bernard-Henri Lévy. Il revient avec son 4e journal de bord qui est consacré aux soldats, mais aussi aux soldates, aux héroïnes. Et il veut lever aussi le voile sur le scandale le plus ignoré de cette guerre, à savoir le rapt des enfants. Imaginez, vous êtes parent ukrainien et un jour, un Russe vient kidnapper votre enfant. Il le fait adopter, il change de nom et quand il est en âge de combattre, il combat contre l'Ukraine. Voilà, c'est ce scandale dont il va venir nous parler. Peut-être 20 000 enfants ont été enlevés aux Ukrainiens. Témoignage exclusif dans un instant. 10h30 sur LCI, toujours en compagnie de Guillaume Oda, d'Arlette Chabot, de Maxime Yeddo. À suivre, ça sera notre débat inter entre l'Iran et Israël. La partie est-elle vraiment terminée? Car selon le Financial Times, les 408 kilos d'uranium enrichi de l'Iran seraient été préservés. Sont-ils intacts ou déplacés? On fait le point avec des ingénieurs nucléaires dans un instant. Et tout de suite, on va se demander jusqu'où s'étendra le chaos du monde, car les guerres se multiplient et la tentation du zapping est forte de passer d'un conflit à un autre. Or, ce matin, sur LCI, on ne détourne pas les yeux de ce qui se passe en Ukraine. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Merci d'être l'invité de LCI. Vous venez nous présenter ce que vous appelez votre 4e journal de guerre. Notre guerre, un film co-réalisé avec Marc Roussel. Il sera diffusé demain sur France 5. Vous partagez le quotidien des citoyens et des soldats ukrainiens. Alors, avec un titre comme ça, Notre guerre, la tentation est forte de vous demander si l'Ukraine, c'est notre guerre. Ce n'est pas comme ça qu'on va commencer cet entretien. On va pas commencer avec les grands mots, on va pas commencer avec la géopolitique, on va entrer avec vous par les petites portes. On va descendre dans les bunkers et personnaliser ce combat, lui donner des visages, car c'est la grande force de votre film. Et il y a une femme qui m'a particulièrement émue, elle s'appelle Oksana Roubianak. Elle est à 22 ans à la tête d'une de ces unités de dronistes qui sont là aussi le fer de lance de la guerre. Et de surcroît, elle est poète. Victoire va venir. Quel genre de poème écrivez-vous? Mes 2 derniers recueils de poèmes s'intitulent « La route de la vie » et « À la rencontre de la mort ». Mais ce n'est pas tout. Comme je me propose de la publier en France, elle m'apprend qu'elle avait un fiancé qui était lui aussi poète. Est-ce que je peux lui envoyer les poèmes de mon fiancé décédé pour qu'il les publie plutôt que les miens? Quel âge avait-il? 30 ans. Et il s'appelait comment? Maxime. En fait, je les publierai tous les deux. Je le promets. Comment se dérober à ce nouveau rendez-vous avec l'âme ukrainienne. Bernard-Henri Lévy, la guerre a fait tomber beaucoup d'hommes au combat. Qu'est-ce qu'elle n'est pas parvenue à tuer en Ukraine? L'âme de l'Ukraine. L'âme de l'Ukraine. La poésie, les livres de Maxime. Le dernier vient de paraître avant-hier. Cette jeune femme, son ardeur, son courage. Cette histoire-là que vous venez d'effleurer, c'est une des, et qui est au cœur de mon film, en effet, c'est une des histoires d'amour les plus belles et les plus terribles dont j'ai été témoin dans ma vie. Elle est très belle, parce que c'était un grand amour romantique, une magnifique rencontre entre elle et ce jeune homme. Et puis, quelques jours avant que nous nous rencontrions, il est mort au combat. C'était un combattant vaillant, il avait déjà été blessé plusieurs fois, et il est mort. Et cette jeune femme, qui est en fait presque une petite fille, elle a 22 ans, elle est elle-même une soldate aguerrie, elle commande une unité d'une centaine d'hommes, elle vit dans le culte de ce fiancé qu'elle allait épouser. Elle vit dans le culte de sa mémoire. Elle était à Paris d'ailleurs pour la première du film au Balzac. Je crois qu'elle était chez vos confrères de France Inter, chez Ali Badou ce matin.
Et je crois que le sens de sa vie, c'est de construire un grand piédestal pour son fiancé mort au combat. Voilà. C'est très, très émouvant. Très émouvant, et on vous sent vraiment très ému. Elle écrit « Nous sommes créés pour vivre, nous battre, ramer, même quand les rames sont tordues et cassées, même quand il n'y a pas de vent, souviens-toi, tu es là, et ta vie ne dépend que de tes bras ». Voici les poèmes que vous avez publiés. Et effectivement, dans cette salle de projection, elle a adressé un message de résistance à la France pour prouver effectivement que c'est notre guerre. Qu'est-ce que c'est ça, la résistance aussi, Bernard-Henri Lévy, c'est-à-dire accompagner des héroïnes comme ça? Pour moi, en tout cas, mon rôle, ou bien je fais des livres de philosophie, ce qui m'arrive très souvent, ou bien je fais ça, ou bien je donne une voix à cette jeune fille et à ses compagnes et à ses compagnons. Voilà. Et pour ça, je vais jusqu'à eux, je partage leur vie, en tout cas j'essaie de partager leur vie, et je rapporte chez vous, à LCI, sur ce plateau, ce moment et d'autres. Le film il dure 1h30 et il est plein d'histoires, je crois, d'histoires humaines aussi belles, aussi nobles et aussi déchirantes que celle-là. Et depuis que je suis jeune journaliste, effectivement, je sais que vous allez sur des zones de guerre, mais j'ai été assez surprise et saisie de voir les risques que vous prenez, parce que dans cette heure de film, vous manquez vraiment de perdre la vie à plusieurs reprises. On vous voit vous précipiter dans des bunkers, et donc effectivement, vous êtes au plus proche des combats. Non, je suis assez frappé par l'extrait que vous avez choisi de montrer, parce qu'en fait, il fait écho à une grande tradition française, c'est la poésie au front, la poésie dans les tranchées. Je pense à Guillaume Apollinaire, je pense à Charles Péguy, des gens qui ont donné leur vie justement sous le feu. Et je voulais savoir si vous y aviez été avec cette démarche tout à fait intentionnelle que de lier des choses si antagonistes comme ça sur le papier, la poésie, la beauté, la légèreté, et puis la guerre, la dureté, l'âpreté, tout ça encapsulé en un personnage, cette femme, Oksana. Vous avez raison. Mais ce n'était pas mon intention. D'abord, dans ce film, il y a peu d'intention. C'est vraiment comme les précédents, c'est un journal de bord. Et un journal de bord, par définition, ça veut dire qu'on montre ce qu'on vit. On montre ce qu'on trouve. On passe du temps, on prend le temps, on vit la vie de ces soldates et de ces soldats, et puis on ramène ce dont on est les témoins. Donc il n'y avait pas d'intention. Et puis l'autre chose, vous avez raison sur Apollinaire et Péguy, mais l'Ukraine aussi. C'est-à-dire l'Ukraine, c'est une des choses qui est assez étrange, est une nation littéraire. Et elle n'est pas la seule poète, Oksana. Ouais. Il y a un autre poète que je montre dans la séquence suivante, que j'avais rencontré lui sur le front de Kherson il y a 2 ans, et qui est aussi un poète aux armées. Donc c'est peut-être même plus frappant en Ukraine qu'ailleurs. Il y a des médecins aux armées, il y a des brancardiers, et il y a des poètes aux armées, dans la plupart des bataillons ukrainiens. C'est très étrange. Cette nation, qui est la nation de Taras Shevchenko, qui est un peu le Victor Hugo ukrainien, c'est une nation poétique et littéraire. Et dans ce documentaire, vous levez aussi le voile sur le scandale le plus ignoré de ce conflit, à savoir le vol des enfants ukrainiens. C'est-à-dire que des Russes sont venus kidnapper peut-être 20 000, 30 000, on ne sait pas exactement le chiffre exact, des enfants qui ont été adoptés de force en Russie, on a changé leur nom. Et peut-être, vous allez voir la troisième option, puisque vous avez pu vous entretenir avec le président Volodymyr Zelensky, qui annonce une terrible hypothèse. Des enfants ont été pour ainsi dire adoptés. Au début de l'occupation, il y a 3 ans, certains avaient 14 ou 15 ans. Et ils ont essayé de les envoyer sur le front. Vous imaginez, côté russe. Comme soldats ? Comme soldats, des jeunes soldats. Sur les 20 000, on en a ramené ou fait revenir plus d'1 millier. C'est-à-dire que ça, c'est le comble du cynisme, transformer des enfants en soldats et les forcer à combattre contre les leurs. C'est ce que faisait Daesh avec les enfants yézidis et les enfants kurdes. Il les arrachait à leur famille. Les lionceaux du califat. Les lionceaux du califat. Et c'est en effet ce que fait Poutine. C'est, par parenthèse, une autre parenté
entre les méthodes Poutine et les méthodes islamistes. On savait Kadyrov, on savait l'alliance avec l'Iran, on savait que Poutine avait été dans l'histoire du 7 octobre, avant. Mais là, on a un exemple très concret où, en effet, il se conduit de la même façon. C'est-à-dire voler des enfants, les déporter, les redresser, maison de redressement, les russifier, et une fois russifiés, les renvoyer au combat contre les leurs. Alors le président Zelensky, en effet, lance cette bombe dans le film. Il parle d'un chiffre de 20 000. D'après les ONG, il y avait un article dans le Guardian hier, je crois, d'après les grandes ONG américaines qui suivent ce dossier, le chiffre est beaucoup plus important, probablement 30 à 40 000, avec des scénarios terribles. Alors tantôt les parents sont morts et on ramasse les enfants, tantôt il y a même des manœuvres d'un cynisme extraordinaire. On vient voir les parents, on leur explique que leurs enfants sont en danger et qu'il faut les envoyer 50 km plus loin dans une espèce d'endroit plus tranquille. Et en vérité, c'est le chemin pour la déportation. Il y a 1000 scénarios qui sont tous plus atroces les uns que les autres, mais le résultat de l'histoire, c'est qu'il y a 20, 30 000 petits otages, des petits otages ukrainiens perdus dans l'immense fédération de Russie. Arlette. Leur donner une autre identité, oui, ou les faire adopter, ça veut dire aussi que pour la Russie et pour Poutine, l'idée est qu'on ne peut pas les retrouver, parce qu'au fond, on ne sait pas où ils sont, ils ont perdu leur identité. Voilà. Et donc, quand on va demander qu'ils reviennent, il y a une liste, dans le cadre des échanges de prisonniers, il y a une liste d'enfants, je crois, qui a été transmise par l'Ukraine aux négociateurs russes. Bon, 300 premiers dont ils sont absolument certains, mais de fait de les noyer, si j'ose dire, dans la masse, ça veut dire, désolé, on ne sait pas où ils sont. Tout est fait pour les rendre littéralement introuvables, invisibles. Oui. C'est pour moi, et le film se termine là-dessus, parce que ça s'est trouvé comme ça, mais je n'en suis pas fâché, parce que c'est vrai que il y a des guerres oubliées, on le sait. L'Ukraine est peut-être en train de devenir une guerre oubliée, ce qui me révolte et qui fait que je suis bien content que le film sorte enfin. Mais il y a dans les guerres oubliées des scandales oubliés ou ignorés, et celui-là, le scandale des enfants volés, le scandale des enfants otages, en est un. Et comme à chaque scandale, il y a aussi des filières de justes qui se mettent en place. Vous avez été rencontrer l'initiative Bring Back the Kids Back, et voilà un témoignage que vous avez pu recueillir dans ce film. Mes parents ne savaient pas où j'étais. Ils pensaient que j'avais fugué. Les Russes, ils sont venus chez moi. Ils m'ont ordonné de prendre mes affaires et je me suis retrouvé en Crimée. Mes parents étaient anéantis après mon kidnapping. Les Russes m'ont emmené sans rien dire à personne. Et ce matin, vous lancez un appel international avec de nombreuses stars qui vont peut-être aider à porter la question dans le débat public, et vous déclarez: ces actes ne sont pas seulement une violation de la loi internationale, mais une offense même à l'idée même de l'humain. C'est ça, c'est-à-dire que pour vous, ce que fait Vladimir Poutine, c'est inhumain. Voilà, et c'est le sens même d'un film comme celui-là, de provoquer une réaction comme celle-là. Je lance cet appel, mais pas seul. Je le lance avec mon ami Salman Rushdie, avec mon camarade Sting, avec Sean Penn, avec Marina Abramovic, avec Charlotte Gainsbourg. C'est un petit groupe à rédiger cet appel, mais c'est pas que des stars. Il est ouvert vraiment à la signature de qui veut. On peut le signer sur le site de vos confrères de l'Express. C'est eux qui ont abrité, qui ont hébergé cet appel, signé encore une fois de Charles Gainsbourg, Sting et quelques autres, Marina Abramovic. Et chacun, vos spectateurs, là, ceux qui nous écoutent, peuvent cliquer sur le site de l'Express et réclamer que cette question des enfants otages ukrainiens soit un préalable absolu à tout blabla diplomatique, à toute discussion, à toute rencontre d'Istanbul, peut-être les négociateurs ukrainiens et russes. Voilà, c'est ce que demandent d'ailleurs les Ukrainiens pour Vladimir Zelensky. C'est le préalable absolu à toute paix, le retour des enfants. Pourquoi l'Ukraine en 2022, Slava Ukraini en 2023, l'Ukraine au cœur en 2023, notre guerre en 2025, ça fait
3 ans que vous creusez ce sillon, cette tranchée, si j'ose dire, Bernard-Henri Lévy, l'Ukraine. Comment est-ce que vous sentez, après 3 ans de guerre, la population française, très précisément, à l'endroit de ce conflit? Est-ce que c'est notre guerre? Oui, je pense que c'est vraiment une guerre, pour reprendre un mot à la mode, c'est une guerre existentielle pour l'Europe, pour l'Europe occidentale et donc pour la France. Elle est existentielle de l'aveu même du président Poutine, de l'aveu même des Russes, puisque Poutine ne perd jamais une occasion de dire que l'Ukraine, pour lui, n'est qu'une étape. Et qu'après l'Ukraine, il y a l'Europe. Donc ça s'appelle une guerre existentielle. Et ceux qui veulent pas voir ça, ceux qui font l'autruche, ceux qui mettent la tête dans le sable, ils font comme ceux qui pensaient, en 1938, toute proportion gardée, que si on traitait bien Hitler, que si on lui donnait une main, il prendrait peut-être pas le bras, ou qu'on pouvait peut-être lui donner le bras, mais qui ne monterait pas jusqu'à l'épaule. Mais là, justement, les Français, vous les sentez comment ? Ça dépend lesquels. Je sens une grande partie de la France formidable, conscient de cela et en plus indigné. D'abord, intérêt personnel, notre intérêt de Français, mais aussi quand même la France a du cœur. Mais je sais qu'il y a toute une partie des Français qui, à droite et à gauche, en vrai, il y a une grande partie de la droite, mettons, proche du Rassemblement national ou de Reconquête, et puis une grande partie de la gauche proche de LFI et de Mélenchon, qui, elle, a toutes les indulgences pour la Russie, pense qu'on l'a pas bien traité, pense que, etc. Vous voyez. Donc ça dépend. Il y a une bataille idéologique, une bataille d'idées en France sur cette question. Alors, est-ce qu'on peut y arriver sans l'aide des États-Unis ? On a bien vu comment Donald Trump a aidé Israël. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas la même chose en Ukraine ? C'est une question que je vais vous poser sur le deux poids, deux mesures. Hier, il était en conférence de presse et voilà ce qu'il a déclaré en réponse à l'ayatollah Khamenei. Je fais une petite déclaration. Je vais répondre à l'ayatollah, à sa déclaration d'hier, selon laquelle nous avons gagné la guerre. Je lui ai dit, écoutez, vous êtes un homme de foi, un homme très respecté dans son pays. Vous devez dire la vérité. Vous vous êtes pris une raclée, et Israël aussi. Ils ont tous deux été battus. Et c'était le bon moment pour en finir. C'était le bon moment pour en finir. C'est-à-dire que c'est Donald Trump qui décide finalement de l'ordre du monde aujourd'hui. Il y a deux choses. Je n'ai pas entendu cette déclaration énorme dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord ça, en effet, la guerre, c'est pas la récré. Et un président des États-Unis, c'est pas un surveillant général qui siffle la fin de la récré. C'est pas comme ça. Premièrement, mais surtout, il y a une phrase énorme dans ce qu'il vient de dire, à savoir que le Khamenei est très respecté dans son pays. Attendez, les femmes qui descendent dans la rue, les femmes qui sont assassinées d'un coup de pistolet dans le dos par les Bassidji ou les gardiens de la Révolution parce qu'elles ont mal mis leur foulard, les manifestantes et les manifestants, est-ce que elles et ils respectent le Khamenei ? C'est ce que je viens d'entendre là est terriblement choquant. Mais peu importe, pour l'instant. Je réponds à la question. Malgré tout, en effet, Trump a fait un truc bien. C'est-à-dire qu'il est venu en renfort d'Israël pour affaiblir de manière décisive l'Iran. Ça, c'est vrai. Mon rêve, c'est qu'il fasse la même chose maintenant pour l'Ukraine. Parce que je parlais de guerre existentielle. Il y a aujourd'hui, pour les femmes et les hommes qui croient à la démocratie, il y a 2 guerres existentielles. Et c'est d'ailleurs la même guerre, c'est les mêmes enjeux. C'est ce qui se passe en Israël avec l'Iran, et c'est ce qui se passe en Ukraine avec la Russie. Voilà, c'est la même chose. Et vraiment, pour ma modeste personne, l'auteur du film Notre guerre, il a un but, c'est que les États-Unis d'Amérique et leurs alliés fassent en Ukraine ce qu'ils ont fait en Israël. Voilà, il faut que la Russie soit vaincue. Il faut que la Russie retourne dans ses frontières. Après, les Russes feront ce qu'ils voudront de Poutine. Ça, c'est une autre affaire. Et la justice internationale, d'ailleurs. Mais c'est le but c'est un des buts que je m'assigne, puisque vous me posiez la question, depuis 3 ans et quelques, à creuser ce sillon.
En creusant ce sillon. Merci Bernard-Henri Lévy. Votre Merci. film, donc Notre guerre, sera diffusé demain sur France 5. À suivre, on va... 21h. 21h sur France Soyez 5, à l'heure. Notre guerre. Ou sur On va continuer à parler de la situation en Iran. On va se demander si les stocks d'uranium enrichi ont été véritablement détruits. 408 kilos d'uranium enrichi qui auraient pu être déplacés dans un 4e site secret. Les États-Unis ne l'auraient donc pas bombardé. On fait le point dans 10 minutes avec les meilleurs ingénieurs du nucléaire qui vont nous dire si oui, c'est possible ou non, ou dangereux de déplacer ces stocks d'uranium. Est-ce que l'Iran a-t-elle parvenu à le faire avant les frappes américaines? À tout de suite.